Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à votre tranche Zoom Eco Live et bienvenue à cette édition essentiellement consacrée à l'évolution de l'actualité économique en République démocratique du Congo. Nous allons beaucoup plus consacrer l'édition du jour à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec notamment la situation économique dans la ville de Goma et de Bukavu, mais aussi nous allons vous donner de grandes précisions de la campagne qui a été lancée hier par le gouvernement de la République démocratique du Congo, une campagne qui rentre dans le cadre de l'éveil patriotique. On parle ici de Congolais Téléma, vous aurez plus de détails. Nous commençons avec les nouvelles en bref, on se retrouve juste après pour les détails. C'est parti. Les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo ont mobilisé 1,2 milliard 300 000 francs congolais au titre de contribution en soutien au FARDC Wazalendo engagé dans la défense de la patrie contre l'agression rwandaise dans l'est du pays. Ces montants ont été dévoilés par la première ministre Judith Suminwa Tuluka le samedi 1er mars 2025 sur la télévision nationale à l'occasion du lancement officiel de la campagne dénommée Congolais Téléma, qui vise à mobiliser l'ensemble de la population congolaise contre l'invasion de l'armée rwandaise. Plus de détails sur Zone-Copanet. L'Afrique subsaharienne vit une transition démographique sans précédent, avec des prévisions de croissance démographique passant de 1,5 milliard d'habitants en 2024 à 2,5 milliards d'habitants en 2050. Cette augmentation d'environ 1 milliard d'individus entraînera une forte hausse du nombre de personnes en âge de travailler, avec 600 millions de nouveaux entrants sur le marché du travail. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Selon Confédération of India Industry, les échanges commerciaux entre l'Inde et l'Afrique se lèvent à 83 milliards de dollars américains par an, avec un déficit dépassant 3 milliards de dollars américains pour le continent. Confédération of India Industry relève le fait que l'intérêt indien risque de changer la donne pendant que le pétrole domine les exportations africaines. Pour cette structure, il faut désormais compter l'Inde dans la course qui mène le grande puissance pour sécuriser l'accès aux minéraux critiques africains. Plus de détails sur Zone-Copanet. La Zambie compte produire annuellement 3 millions de tonnes de cuivre d'ici 2031 contre 820 670 tonnes en 2024. Pour ces faire, les officiels misent sur la construction de nouvelles mines ou l'agrandissement de mines existantes comme celles exploitées par Moxico. Moxico Resources devrait contribuer à la stratégie gouvernementale zambienne qui vise une production de 3 millions de tonnes de cuivre par an d'ici 2031 contre 820 670 tonnes en 2024. Plus de détails sur Zone-Copanet. Voilà, après les nouvelles en bref, nous allons déjà prendre cette première information qui nous amène tout de suite à Goma avec cette troisième tentative enregistrée après celle de 2004 et 2012. Les terroristes de M23 ont aussi forcé l'accès à la banque centrale de Goma, mais sans succès. L'objectif poursuivi reste jusqu'ici non élucidé. Entre-temps, dans la ville, la situation devient invivable selon les habitants de Goma. Flambée de prix, instabilité du taux de dollar, mais aussi l'insécurité. Et pour en parler, nous allons prendre un habitant de Goma qui a accepté de nous donner de son temps. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous en ligne. Première question. Après plus de mois, depuis la prise de la ville de Goma par les terroristes de M23, soutenus par les régimes de Kagame, de Kigali, comment évolue la situation économique? Messieurs les journalistes, après la prise de la ville de Goma, vraiment la situation économique est mauvaise. Vraiment. Point 1. Les banques est fermées. Pour même trouver $1, c'est la difficulté. Les gens qui font des transactions ont fait leur système. Si tu as une affaire de 100 000 francs dans votre téléphone, on te dit avant de faire des retraites, tu payes 10%. Et il y a même des frais de leur raison qu'ils gagnent. En cas de dollars, vraiment, on se demande tant de choses. Pour aujourd'hui, $1, on les change à 3050 francs. 3050 francs pour $1. Et vraiment, pour nous, pour vivre, on ne sait pas. On ne sait pas, nous vivons toujours dans des difficultés. Il y a même
de la façon dont nous passons la nuit sans toutefois trouver à manger. Le problème est que nous avons même celui, comme nous les parents, qui ont des enfants, on se demande où aller, ou à qui demander. Vraiment, on passe la nuit de la manière, surtout nous les pauvres. Voilà, pour commenter cette information, nous allons recevoir cette fois-ci Amédée Moirabou, qui est analyste, économiste. Avec lui, nous allons parler de la situation économique de la ville. C'est tout de suite après ceci. Amédée Moirabou, bienvenue. Merci. Alors, depuis un temps, on doit le dire, et vous êtes là pour commenter cette actualité, la situation de Goma devient de plus en plus invivable. On parle même de la situation économique. La première question, quels sont les facteurs qui justifient cet état de choses? Dans un pays, l'économie est régulée aussi bien par le gouvernement que par la banque centrale. C'est-à-dire que le gouvernement applique la politique budgétaire, mais il y a la banque centrale qui doit appliquer la politique monétaire. La politique monétaire, ça veut dire la régulation de l'offre de la monnaie, la régulation, la fixation du taux d'intérêt pour le secteur bancaire et aussi la gestion de l'inflation. Ce sont ces trois paramètres qui rentrent dans la mission de la Banque centrale. Or, il se fait que depuis un mois, avec l'occupation notamment de Goma, la Banque centrale n'est pas opérationnelle. Pour qu'une économie soit stable, il faut qu'il y ait la présence de la Banque centrale. Le banque commercial qui opérait à Goma, à la fin de chaque journée, ils allaient à la Banque centrale pour s'approvisionner en billets de banque. Parce que soit ils ont besoin de francs congolais, soit ils ont besoin de dollars, selon la demande de leurs clients, et ils viennent pour faire les opérations. Est-ce que cette situation justifie aussi l'instabilité du taux de change dans la ville? Et justement parce que le régulateur n'est pas là. Le régulateur, qui est la Banque centrale, n'est pas là. Nous savons que, par exemple, le taux directeur est fixé à 25% et les opérateurs économiques devraient s'aligner à ce taux-là, le de 25%. Mais comme le régulateur n'est pas là et comme le secteur bancaire n'est pas opérationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liquidité, ça laisse libre cours aux spéculateurs. Et on doit le dire, ça surchauffe. Dans la ville de Goma, la population a même lancé un SOS au gouvernement, notamment au président de la République, pour une intervention d'extrême urgence. Alors la question est justement, quel serait le grand danger une fois que ça perdure? Ça va étouffer l'économie de Goma. Parce que, tout simplement, le secteur bancaire, le secteur financier n'est pas opérationnel. Alors, ici, on est face à un dilemme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, parce que dans les banques commerciales qui sont sur place, il y a les Congolais, ils ont leur argent dans ces banques. Les épargnants, ils ont leur liquidité dans les banques. Ils ne peuvent pas accéder parce que ces banques-là sont coupées du siège général de la Banque centrale qui est à Kinshasa. Vous savez que le gouvernement a pris la résolution de ne pas coopérer avec les occupants, les rebelles, les terroristes qui sont sur place. Alors, maintenant, le fait est que toutes ces banques ne seront pas approvisionnées en monnaie, en billets, que ce soit en dollars ou en francs congolais, et ils ne peuvent pas faire des opérations vis-à-vis des gomatraciens. Et ça pose problème, ça veut dire que ça va étouffer l'économie. Ça, c'est d'une part. D'autre part, si le gouvernement garde cette fermeté de ne pas ouvrir les vannes, c'est-à-dire de ne pas autoriser, de ne pas fournir les banques locales en billets de banque, ça veut dire qu'eux-mêmes sur place, ils peuvent. Le danger, c'est qu'ils trouvent une solution parallèle. Vous savez que, on ne cesse de le dire, c'est une guerre de prédation. Ils pillent nos minéraux via les Rwandais et ils revendent sur le marché international. Alors, cette opération, ça génère des dollars. Il se pourrait qu'ils puissent avoir suffisamment de dollars sur le plan international et ils peuvent ramener ça sur le plan local et faire tourner une économie de manière parallèle avec l'économie du reste du pays. Et ça serait un danger. Et donc, ça serait que vraiment, le système financier, économique de la place va échapper à Kinshasa. Donc, c'est ça le grand danger. Très bien. Moi, j'aimerais finir avec cette question. Au regard de la situation, même du tableau que vous nous présentez, on a l'impression que l'économie de la RDC n'a pas fait suffisamment de pas. C'est-à-dire que nous avons une économie qui n'est pas suffisamment modernisée, qui fait que nous sommes encore obligés d'utiliser des liquidités dans les transactions commerciales. Ce n'est pas normal. En principe, avec la technologie qui existe dans tous les pays,
on pouvait utiliser suffisamment les mobile money, et les cartes bancaires, puisque aujourd'hui... Mais comment moderniser cette économie congolaise? Parce que vous dites qu'elle est primitive. Il faut une volonté politique du gouvernement de moderniser, par exemple, le système de paiement des A à Z. De manière à ce que, il n'y a pas de contraintes, c'est juste une question de volonté politique. La technologie existe. Vous savez que vous voyagez beaucoup, vous pouvez être dans un pays, je sais pas moi, à Pékin ou à Paris, où vous résidez pendant 2 semaines, mais vous ne touchez même pas au billet de banque. Vous payez votre taxi avec votre carte bancaire, vous payez votre hôtel avec la carte bancaire, dans les restaurants, vous payez avec la carte bancaire, dans les bistrots, vous payez votre bière avec la carte bancaire. C'est ça une économie moderne. Donc, ceci nous ramène serait une opportunité, en tout cas pour nous les Congolais, de pouvoir hisser notre économie à la technologie qui est là, qui est disponible. Oui, mais comment faire adhérer ces Congolais à cette technologie, à cette économie moderne, sachant que les Congolais sont encore liés à l'utilisation de la monnaie papier? Tout part du gouvernement. Quelles seront les contraintes? Si le gouvernement aujourd'hui prend la décision de dire que tout salaire d'un travailleur en RDC doit être payé par voie bancaire ou par voie des mobile money, c'est une décision qui aura des répercussions très importantes parce que beaucoup de gens vont chercher à avoir des comptes bancaires et des comptes mobile money. Ça, c'est une des décisions que le gouvernement peut prendre. Une autre décision, c'est que tout opérateur économique, tout commerçant qui exerce en RDC doit avoir au moins un système de paiement digital, c'est-à-dire un mobile money ou carte bancaire. De manière que si moi j'ai de l'argent dans un M-Pesa ou un autre moyen de paiement, je peux entrer dans une pharmacie, payer le médicament avec ces moyens de paiement, je peux entrer dans un taxi, payer la course du taxi avec ces moyens de paiement, je peux entrer même au marché devant la maman qui vend je sais pas moi, les poissons frais, payer le tas de poissons, les kilos que je vais acheter avec ces moyens de paiement. Donc c'est ça. Il faut des grandes décisions du gouvernement pour moderniser notre système de paiement des A à Z. Et j'ajoute que ces difficultés qu'ont les Gomatraciens et les gens de Bukavu et les Kivusiens peuvent être une opportunité pour eux de s'aligner sur les moyens de paiement digitaux. Merci beaucoup à vous, Amédée Mouarabou, pour ces précisions. Je vous en prie. Restons dans le Nord Kivu pour parler cette fois-ci de la situation dans la ville de Bukavu. Et pour en savoir plus, nous sommes en direct avec un habitant de la ville de Bukavu. Merci de votre disponibilité. Alors, on démarre avec cette première question. Comment évoluent les activités dans cette ville en ce moment-ci? Je commence par mentionner que l'activité économique de la ville est, je dirais, paralysée totalement. Et donc, comprenez que jusqu'à présent, il y a peut-être un léger retour de certaines activités commerciales. Et bon, surtout pour les petits commerçants, en fait, qui, du moins, ne vivent que ça. Ils juste font tout ce qu'ils font le débrouillard, en fait. C'est tout ce qui ont, en tout cas, je dirais, repris leurs activités. Mais tous les grands commerçants, en tout cas, les grands magasins, les grands shops, sont toujours réticents à réouvrir parce qu'en fait, ils se disent que bon, le contexte n'est toujours pas certain et voilà, ils sont toujours en mode observation. Alors on se quitte avec cette question. Beaucoup dans la ville de Goma ne cessent de crier hors à l'insécurité dans la ville. Est-ce que c'est le cas aussi pour la ville de Bukavu? Nous vivons avec la peur au ventre parce que nous savons je vais dire, les hommes des troupes du M23. Bon, je ne sais pas si c'est leur idéologie. Vous savez, bon, je ne sais trop parce que de temps en temps, on craint que, voilà, des coups de feu sont tirés ça et là. Parfois, il y a de jeunes gens ou de personnes qui prennent 2 balles dans des circonstances que personne ne sait expliquer. Et donc, c'est justement ça. Entre-temps, vous savez bien que la prison centrale a été défoncée, démolie, même à la prise de la ville par le M23. Et donc, autant de milliers de bandits qui avaient des casiers judiciaires douteux sont dans la ville. Même dans le regard des gens. Même dans le regard des gens, la population, même dans le regard des gens, la population est très méfiante de ces mouvements. Personne ne lui accorde allégeance. Mais voilà, bon, ils sont là, ils s'imposent, et voilà. Donc,
la population civile n'a rien à dire face à quelqu'un qui soit armé. Mais ils savent très bien eux-mêmes, consciencieusement, que personne ne veut d'eux. Ils le savent. Congolais Téléma, c'est la campagne lancée par le gouvernement de la République démocratique du Congo et le go a été donné par la première ministre Judith Suminwa. Et pour commenter cette activité, nous recevons Gardi Diana sur ce plateau. Il sera avec nous tout de suite après ceci. Gardi Diana, bienvenue. Merci. Nous avons vu le gouvernement s'engager pratiquement sur tout le front. Cette fois-ci, une nouvelle campagne vient de voir le jour. On parle ici de Congolais Téléma, une campagne qui a été lancée par la première ministre Judith Suminwa. Alors la question qui arrive, est-ce opportun en ce moment cette campagne ? Elle est essentielle cette question dans la mesure où, je crois que tout le monde le sait, on est en face d'une guerre existentielle et que puisqu'il s'agit d'une guerre existentielle qui existe, ou qui dure depuis près de 30 ans maintenant, il a fallu changer de paradigme de cette guerre-là. Cette campagne vient justement pour apporter la pédagogie dans le chef de Congolais sur la question de cette guerre-là. Aujourd'hui, les gens peut-être en parlent parce qu'on prend cette guerre comme un fait politique. En réalité, ce n'est pas un fait politique, c'est une question de survie pour chaque population, pour chaque société. Donc il était grand temps que chaque Congolais comprenne dans quelle orientation on est et qu'aujourd'hui, choisir de défendre la patrie n'est en rien lié au fait de défendre un régime. Parce que ce pays n'est pas à Tshisekedi, ce pays ne sera pas à Kabila, moins encore à Martin Fayulu ou à Moïse Katumbi. Et qu'aujourd'hui, il faut comprendre que quand on dit Congolais Téléma, l'idée derrière, c'est que le Congolais doit s'approprier l'histoire de sa République, le Congolais doit s'approprier cette bataille, parce que c'est sa bataille, comme disait Mzee Laurent Désiré Kabila, que cette guerre sera longue et populaire. Il est donc temps que le côté populaire intervienne, parce que l'idée, c'est de changer le paradigme de cette guerre, l'idée, c'est d'en finir définitivement. Et donc, le front le plus important vient donc d'être engagé et je pense que le Congolais auront le temps de pouvoir s'approprier cette bataille-là. Alors on parle d'une campagne, il y a quelques temps, nous avons vu une autre qui a été lancée par le ministère de la Communication et Médias, Bendele Koyaté. En quoi ces deux se diffèrent ? Quand on disait Bendele Koyaté, on était dans la logique de la sensibilisation de Congolais sur un regard différent sur nos frères et sœurs de l'Est, notamment sur les orientations de cette guerre. Mais les Congolais Téléma, vous verrez que même dans la thématique, quand on dit Bendele Koyaté, on est dans l'idée qu'il faut maintenir la flamme de la patrie. Mais quand on dit Congolais Téléma, c'est un appel à l'action. Et la différence réside à ces niveaux-là. Cette fois-ci, au-delà de la simple considération, au-delà de cette sympathie, au-delà de ce soutien moral qu'on exigeait par la campagne Bendele Koyaté, cette idée de pouvoir défendre et sauvegarder la République, cette fois c'est un appel à l'action pour pouvoir rejoindre une action un peu plus complète, un peu plus grave pour le plus jeune, pourquoi pas rejoindre l'armée, pour pouvoir renflouer le rang de nos forces armées et pouvoir arriver au bout de cette guerre-là. Donc, ces deux campagnes qui sont, je dirais, qui se complètent mutuellement, et parce que aussi, vous vous souviendrez, j'aime toujours le dire aux gens, quand on est dans l'orientation de la communication, au niveau institutionnel, il y a trois volets. Il n'y a pas que l'information qui a été faite dans le cadre de Bendele Koyaté, mais maintenant, il y a la dimension mobilisation et animation. L'animation, c'est la front diplomatique qui vend le potentiel de la RDC, qui vend l'idée qu'un Congolais affaibli ne servira jamais les intérêts de l'économie mondiale. Mais maintenant, dans le niveau mobilisation, c'est justement l'intégration de la campagne Congolais Téléma. Merci beaucoup à vous, Gardi Diana, pour cette précision. Merci à vous. Et cette campagne rencontre une autre déjà lancée précédemment par le gouvernement toujours de la RDC via le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. C'est une campagne autour du respect du serment citoyen. Pour en savoir plus, je vous prie de suivre la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, qui était sur le plateau de la chaîne nationale. Le serment du citoyen fait partie d'un dispositif que l'on a mis en place dans le cadre de notre programme sur la nouvelle citoyenneté. Et donc, dans le cadre de ce programme, en fait, ce que l'on veut, c'est rappeler ces valeurs qui nous rassemblent, qui sont l'amour du compatriote, qui sont le respect du bien commun, qui sont l'unité, la fraternité nationale. Il y a en plus une campagne que nous avons lancée il y a quelques jours sur la citoyenneté active, avec 10 messages qui renforcent en fait le bon comportement pour un citoyen, qui est actif et qui incarne. C'est important d'incarner au-delà des mots. C'est important d'incarner ces valeurs qui font notre unité nationale. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. En
Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la res publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.